Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je vais régler un peu le son. Ok. Alors, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est Jonathan, donc l'un des administrateurs de cours de géologie, qui donc va animer cette soirée de quiz. Bonjour Sarah. Donc voilà cette petite vidéo introductive par Yann Arthus Bertrand, qu'il a fait spécialement pour cours de géologie. Non, en fait, c'est l'introduction du film Planète Océan. Et puisque le thème de ce soir, eh bien, ce sera bien sûr les océans, c'est le gagnant de dimanche dernier, donc Michael, qui a proposé ce thème. Et du coup, j'ai préparé un quiz de 10 questions sur le thème de l'océan. Donc, autant dire que c'est très large. J'ai essayé de trouver des thèmes variés pour traiter du coup de l'océan géologique lié à la géologie. Donc n'oubliez pas, hein, donc vous pouvez aller sur Kahoot, vous avez le lien, le code qui est 85 62 42. Vous allez sur kahoot.it avec votre smartphone ou bien avec un autre onglet de l'ordinateur. Vous n'oubliez pas également de régler la qualité en HD sur votre écran puisque vous allez avoir des documents projetés, donc il vaut mieux avoir le visuel avec. Et puis chaque question donc, sera suivie d'une petite correction. Voilà. Alors, nous sommes 21 joueurs. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires également, hein, j'y répondrai avec un petit décalage parce que j'ai un décalage d'à peu près 30 secondes entre le moment où vous entrez votre commentaire et le moment où moi je réponds. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ou bien si vous voulez participer, apporter des précisions sur les questions, il n'y a pas de souci. Et puis ceux qui n'ont pas Kahoot peuvent bien sûr mettre en commentaire leurs réponses, ou proposer des réponses. Alors Oussi nous dit je vois pas mon... C'est-à-dire dans Kahoot, il faut aller dans Kahoot et puis mettre son pseudo, mettre le code et puis mettre son pseudo. On est plus nombreux quand même que dimanche dernier puisqu'on est 43 en live et donc 22 joueurs. On va commencer, hein, je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce qu'on a le gagnant de la semaine dernière? Non, je ne crois pas. Hein. J'ai oublié le pseudo, mais je ne crois pas. Bonsoir Sonia. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. De toute façon, ceux qui arrivent, les retardataires, peuvent à tout moment nous rejoindre. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Alors, il se fait quelle heure là? 20h10 20h07. Alors, 23 joueurs, 22 joueurs. Bon, ça reste stable autour des 20 joueurs, donc on va pouvoir y aller. Et donc, les retardataires nous rejoindront. Bonjour Zaki. Bonjour Armel. Oui, Sonia, je sais qu'il est 21h, c'est pour partir à une heure fixe. Mais je pense qu'on va y aller parce que sinon on va les perdre. Ah, quelqu'un qui s'appelle Sima, tiens, dans le Kahoot, Sima, sûrement un clin d'œil à Wegener. Oh bah il est parti. Bon. Allez, on y va. Donc, je vais démarrer le quiz. À chaque quiz, donc la question va s'afficher sur votre écran après que le quiz se soit lancé sur votre smartphone ou sur votre autre écran. Du coup, vous attendez bien d'avoir la question avant de mettre la réponse. Bonsoir, Mounir. Allez, on y va. Sonia a hâte de perdre. Non, on va voir ça, on va voir ça. Allez, on y va pour la question 1. C'est parti pour le quiz. 3, 2, 1. Ah, première question. Quelle proportion de la surface de la Terre est recouverte par les océans?
Est-ce que c'est plutôt 32,4%? Est-ce que c'est plutôt 55,9%? Est-ce que 70,7%? Ou est-ce que c'est 85,6%? Quelle est la proportion recouverte de surface de la Terre recouverte par l'océan? Vous savez sûrement qu'on appelle notre planète la planète bleue. Il y a sûrement une raison. Alors, on a 6 réponses pour l'instant. Donc, à chaque fois, donc, vous avez 240 secondes pour répondre, donc 4 minutes. Mais dès que tout le monde a répondu, en fait, le quiz s'arrête. D'accord, c'est pour éviter de perdre les retardataires ou ceux qui ont une connexion qui a un peu de mal. Alors, 18, 20, 21, ça va vite. Alors, 22 réponses, je ne sais pas combien on est de joueurs du coup. On est 39 en live. Ah, Sonia avait révisé cette question. Oui, c'est une question forcément qui allait tomber. Ah, voilà, nous y sommes. Alors, la majorité des géologues présents, des personnes présentes, ont répondu 70,7%. Donc 3 personnes ont répondu 85,6%, et donc une personne pense que c'est 32,4%. Alors, on va tout de suite regarder du coup la correction. Alors, donc à chaque fois je vous présente une petite correction avec des petits documents intéressants à étudier. Donc question 1, il fallait répondre en effet 70,7% de la surface. Donc l'océan c'est sur la planète bleue et donc recouvre majoritairement donc, les territoires, la surface de la Terre. Vous connaissez peut-être le document que je projette là, qui est un document donc, qui montre l'altitude bimodale en fait à la surface de la Terre, donc avec notamment un pic à 300 mètres, donc qui sont les surfaces continentales, et un pic à moins 4800 mètres qui sont les surfaces donc océaniques, du plancher océanique. Donc on parlera juste après. Et donc ce qui a permis notamment au début du siècle, au début du XXe siècle, pardon, à Wegener notamment, une grande figure de la géologie, de découvrir eh bien, l'existence de ces fonds marins, puisque forcément on ne pouvait pas les explorer. C'était inatteignable, un peu comme l'espace était inatteignable à l'époque. Donc voilà, petite précision quand même, c'est 70,7% de la surface de la Terre, mais parmi donc les océans ne constituent que 97% de l'hydrosphère, c'est-à-dire la totalité de l'eau sur Terre, c'est-à-dire qu'il reste 3% en gros d'eau non salée, et c'est sur ces 3%, donc il y a à peu près 2% on va dire sur les glaciers, neige, etc. Donc en gros, eau potable, il en reste moins d'1%. D'où le fait que l'eau potable soit assez précieuse pour l'humanité. Voilà pour le petit topo. Juste au niveau des océans, je vais peut-être vous présenter un peu les océans, je pense que vous les connaissez. Donc vous avez l'océan donc Atlantique, l'océan donc Arctique, l'océan Antarctique, l'océan Pacifique, et puis de l'autre côté, là, on a l'océan donc Indien. Et donc, pour définir eh bien, les océans, c'est une étendue d'eau salée, située entre deux continents, et en géologie, on parle aussi qui repose, donc cette étendue d'eau salée repose sur la croûte océanique. Alors, la question se pose pour certaines mers, comme la mer Méditerranée, qui, comme vous le savez, repose sur une croûte océanique. Donc, en géologie, eh bien, la mer Méditerranée est en fait un océan. Voilà. On va pouvoir passer à la question 2. On va passer tout de suite donc au top. Regardons un peu. Alors, on a Val qui est première, Césarée donc deuxième, Carislo retour 982 points donc troisième, Noël qui est un fantôme donc à mon avis il est plus là donc il va vite partir, et Dolomieu 971 points donc pour l'instant dans le cinquième. Bon. On va passer donc à la suite, à la question suivante. On y va, question 2, et maintenant on enchaîne sans bug. Alors c'est un puzzle, c'est particulier, vous allez devoir replacer les propositions aux beaux endroits par rapport à un schéma que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Vous avez le schéma montrant les reliefs océaniques. Donc vous avez 4 emplacements, il faut remettre aux bons emplacements les annotations, à savoir rift, plaine abyssale, plateau continental et talus. Donc à quel carré correspond le rift, à quel carré correspond la plaine abyssale, quel carré correspond le plateau continental et à quel carré correspond le talus. On parle du relief donc des océans.
Je vous laisse répondre. Donc là, on parle de relief sous-marin, assez typique. 4 reliefs sous-marins où se trouve la plaine abyssale, le rift, le plateau continental et le talus. Alors, on a de la réponse, 14 réponses. Réponses. Est-ce que vous connaissez tous ces mots là? Je pense. Cette réponse, mais je ne sais pas combien on a de joueurs, c'est ça le souci. Nous sommes 38 en live, 39. Je ne m'en souviens plus, dit Mounir. Ah! Ouais, ça fait longtemps que t'as pas fait de la géologie, en effet. Et ça, il y a 20 ans, ah oui, bah ça te permet de réviser comme ça, au moins, tu vas pouvoir réviser un peu ta géologie. Bon, il y a des choses faciles quand même, la plaine abyssale, le rift, ce sont des mots quand même assez connus quand on a fait de la géologie. Que ce soit même au collège, au lycée, à la fac. Alors, il reste 70 secondes là. Tout le monde va répondre à la question. Tout le monde a répondu. Toujours des retardataires là qui ont du mal à répondre. Plateau continental, plaine abyssale, rift et talus. Ah, peut-être, oui. Ouais. Position de Houssine. Joli coucher de soleil derrière, oui, en effet. Et je vois Vénus, hein, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a parlé un peu de Vénus de l'Étoile du Berger, mais elle est toujours là, fidèle au poste. Bon bah voilà, on arrive à la fin. Donc on va voir ce que vous avez répondu. Alors... Oh là là, comment ça fonctionne ce truc là? On va regarder la réponse tout de suite. Alors, on y va. Ça veut bien fonctionner. Non, ce soir, rien ne fonctionne. Ah voilà, question 2, on y va. Donc en effet, il fallait répondre plateau continental, plaine abyssale, rift océanique et talus continental, le talus en effet. Donc dans l'ordre, on a le plateau continental, donc ça c'est le continent. Hein. Le talus va faire la transition entre le continent et l'océan, avec notamment le glacis qui se situe donc à la frontière entre le talus et la plaine abyssale. La plaine abyssale, c'est vraiment l'étendue, on va dire, majeure des océans, à peu près à 4000 mètres de profondeur. Vous savez, il y a tous ces mystérieuses bestioles qu'on peut trouver parfois dans certains documentaires, poissons lanternes, etc. Puisqu'il n'y a pas de lumière forcément dans ce monde, donc c'est assez particulier. Et puis au centre, on a le rift océanique et la dorsale océanique quand il y a bien sûr du magmatisme associé. Donc ça devient une dorsale océanique. Et là, nous sommes dans le cadre de marche passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone de subduction comme vous pouvez le voir, un peu comme au niveau de certains endroits, au niveau de l'Atlantique notamment.
Alors, on va pouvoir donc passer à la question 3. Et on va regarder d'abord le top. Alors, on a quoi? On a Caris le retour qui a pris la première place. Donc César est deuxième, qui se maintient. Dolomieu qui monte et qui passe à la troisième place. Gamloche qui passe à la quatrième place. Et Oi 360 à la cinquième place. Bien. Alors, il y a eu pas mal de bouleversements forcément puisque les fantômes sont partis. On va pouvoir passer donc à la question suivante. On y va. Question 3. Donc là c'est un quiz basique. Quelle est la profondeur maximale de nos océans? Quel est le record de profondeur de nos océans? Est-ce que c'est plutôt 1,4 km de profondeur? Est-ce que c'est plutôt 4526 mètres de profondeur? Est-ce que c'est plutôt 8520 km de profondeur? Ou est-ce que c'est 10 994 mètres de profondeur? Quel est le record de profondeur des océans? Si vous pouviez aller plus profond de l'océan, ce serait plutôt quelle réponse? Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous savez en quel océan ça se situe, à quel endroit ça se situe, par exemple. Vous savez à quel endroit ça se situe ce record de profondeur, cette profondeur maximale. En attendant que tout le monde réponde. Là, ce que vous voyez hein, sur la photo, c'est justement la capsule qui a permis justement de descendre, notamment en 2012. Il y a quelqu'un qui est descendu à cette profondeur, qui est James Cameron, qui est un réalisateur américain, pour réaliser justement un film. Alors aussi, il nous dit 10 994 km. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Parce que 10 994 km, c'est quasi le diamètre de la Terre. Alors, on a 18 réponses. Il y en a certains qui hésitent ou qui font des recherches. Alors, je vous rappelle qu'il y a des points de rapidité. C'est-à-dire plus vous répondez rapidement, plus vous récoltez des points. Et du coup, si vous cherchez, vous perdez beaucoup de points. J'ai déjà un peu d'informations puisque j'ai parlé un peu des plaines abyssales et de leur profondeur tout à l'heure. Pardon, je vois pas mon nom au quiz. C'est normal, tu n'es pas dans le top 5 aussi, sûrement. Tu verras ton nom quand tu seras dans le top 5. Parce que je vois que le top 5. Je sais pas ce que raconte Paul. Je me suis fait piéger par l'unité, c'est vilain. Ah bah oui. Voilà, tout le monde a répondu. Alors, c'était bien en effet 10 994 mètres de profondeur, pas kilomètres, hein, d'accord? Alors, on va... Alors... Donc, vous êtes 16 à avoir répondu donc 10 994 mètres de profondeur et 4 à avoir répondu 4526 mètres de profondeur. En effet, les autres c'était des kilomètres. Alors 1,4 km, c'est pas énorme. Et puis 8520 km de profondeur, en effet, c'est un peu énorme. Non, tu t'étais pas trompé, puisque c'est en fait Houssine, quand il a parlé de ça, il a cité des kilomètres. Il a donné des kilomètres en unité, alors que c'est... Alors, question 3, donc il fallait bien répondre. En effet, donc on l'a dit, 10 000, plus environ 10 900 mètres, sachant qu'en effet, le record de plongée, donc ça a été fait en 2012 par James Cameron, je l'ai dit. Donc au niveau de la fosse des Mariannes, je ne vais pas vous montrer Google Earth parce que sinon ça va encore bugger, mais ça se situe donc dans le Pacifique, au niveau de la ceinture de feu, donc à l'ouest du Pacifique, et donc au niveau de cette fosse, on a le record de profondeur, donc en effet, le Challenger Deep, puisqu'il a été découvert par le HMS Challenger en 1951, donc à l'époque où on commence à découvrir en fait, les profondeurs océaniques, notamment grâce aux sous-marins, vous savez,
de la Seconde Guerre mondiale qui ont permis justement de développer des technologies, notamment le sonar, qui nous a permis de découvrir du coup les fonds océaniques. Voilà, voilà pour la petite histoire. Donc on va passer maintenant à la question 3. On va d'abord regarder le top. Alors, est-ce qu'on a du changement? On a Girold qui est monté et Carhant qui est monté également. Mais Caris donc se maintient et Cizaré et Gamloche aussi. On passe à la question suivante, c'est parti. Donc l'océan Pacifique est la cicatrice laissée par l'arrachement de la Lune à la Terre il y a des milliards d'années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que le Pacifique est la cicatrice laissée par l'arrachement de la Lune? En fait, il y a un morceau de la Terre qui s'est arraché pour former la Lune. Est-ce que du coup cette cicatrice, ce serait le Pacifique d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On en a parlé un peu dimanche, au quiz dernier. Apparemment qu'ils se connaissent dans les commentaires, donc bonjour les retrouvailles. Alors on a dit cette réponse. La réponse. La Lune, comme vous le savez, notre satellite naturel, notre seul satellite naturel. Et sa formation, nous intéresse maintenant. Alors, on va parler un peu de sa formation. Là, il y a deux choses à savoir en fait. Comment se forme un océan, comment s'est formé le Pacifique, et comment s'est formée la Lune. Et si vous avez ces connaissances, et bien logiquement, vous savez si c'est vrai ou non. Lyon en force, donc apparemment, Orléans également, Grenoble, ah bah dis donc, on a toutes les... tous les coins de France, eh bien moi je dirais vive le Nord, vive le Pas-de-Calais, vive Lille, vive Lens. Bon, on a encore des retardataires, alors c'est vrai ou faux, hein, faut savoir là. Je pense non, parce qu'il n'y a pas de relation logique de cette hypothèse. Théorie. Alors, les retardataires là. Bon, on n'a pas de nouvelles réponses, donc je pense que je vais passer encore une fois. Et puis on va voir donc la réponse. Il fallait répondre faux. Oui, la Lune ne s'est pas formée donc de la sorte. Alors il faut savoir que cette hypothèse a existé, hein. Bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et notamment, celui qui a pensé à cette hypothèse, vous le connaissez sûrement, c'est ce monsieur qui s'appelle George Howard Darwin, qui est le deuxième fils de Charles Darwin, que vous connaissez également, qui est à l'origine de l'évolution des espèces, de la théorie de l'évolution des espèces. Et donc, il a évoqué cette théorie qu'il a appelée donc la théorie de la fission, et selon lui, la Lune serait en effet détachée de la Terre à cause de la rapidité à laquelle notre planète tournait sur elle-même, et du coup, à force de tourner, il y a un morceau qui s'est détaché, ce serait un morceau du Pacifique. Du coup, ça aurait formé cet océan. Je
vous rappelle qu'il a donné cette hypothèse au niveau du 19e siècle, quand on ne connaissait rien de la tectonique des plaques. Du coup, c'était une hypothèse qui a été donnée, d'où le schéma que je vous avais montré dans ce quiz. Alors là, vous avez sur votre écran l'hypothèse qui est la plus admise maintenant, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un impacteur, un impact avec un objet céleste qui s'appellerait donc Theia, on appelait Theia, et qui aurait donc eu un impact sur la Terre, et les débris donc se seraient mis en orbite et auraient formé donc la Lune. Donc, les derniers billets parlent même de plusieurs impacts qui seraient à l'origine donc de la Lune. Voilà. Juste petite parenthèse, alors je ne vais pas aller long là-dessus, mais au niveau du Pacifique, au niveau de la formation des océans, comme vous le savez, il y a le système du tapis roulant océanique. Au niveau de la dorsale, il y a une création de la croûte océanique. Et petit à petit, en effet, l'océan va s'ouvrir pour se former. C'est pas du tout un morceau qu'on a retiré, un morceau de croûte continentale qu'on aurait retiré, qui aurait donné donc la croûte océanique, bien entendu. Alors, on va pouvoir donc passer à la question suivante. Et regardez d'abord le top. Alors, Caris le retour est toujours devant, 6 arrêts, Gamloche a remonté et Girol 40 sont toujours dans le top. Et Sophia est donc la meilleure grimpeuse apparemment. Celle qui a monté le plus dans le top, mais ça on voit pas. Alors, on va passer donc à la question suivante, on y va, j'enchaîne. Question numéro 5. Je suis une roche issue d'une lave émise par un volcan sous-marin au voisinage des dorsales océaniques. Qui suis-je? Est-ce que je suis une blood sausage, ou boudin noir en français? Est-ce que je suis la lava ball, ou ballon de lave en français? Est-ce que je suis le pilot lava, ou lave en coussin en français? Est-ce que je suis le droplet lava, ou la lave en goutte? Et vous avez une photo qui se dévoile petit à petit sur cette roche issue d'une lave émise par un volcan sous-marin au voisinage des dorsales océaniques. Figure particulière, vous voyez, plutôt ronde. Alors, est-ce qu'on appelle ça du coup un boudin noir, un ballon de lave, une lave en coussin, une lave en goutte? Ah, ça répond vite. Hein. Apparemment, on a 21 réponses attendues. Mélanie nous dit Pilo lava. Ah, peut-être. Bonjour au passage, Mélanie. Ça fait longtemps. Ça me paraît étrange d'appeler une roche le coussin, lave en coussin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça. Alors, on a eu les 21 réponses. Ballon de lave, nous dit aussi. Ah, peut-être, en effet, ça a une forme de ballon. C'est une forme de ballon. Ronde, comme ça. Ah, voilà, on a eu les réponses. Donc, Pilo lava, et oui, c'est le basalte en coussin, la lave en coussin. Donc, 18 géologues ont répondu le basalte en coussin. 2 ont répondu le ballon de lave, quand même, et les 2 autres donc, ont répondu soit un boudin noir, soit une lave en goutte. Alors, la petite correction, donc au niveau de ce basalte en coussin. Donc oui, ça se forme donc au niveau des dorsales, au niveau du rift, vous vous souvenez tout à l'heure, en fait c'est ce qui va être la partie supérieure en fait de la croûte océanique, bien sûr recouverte après par les sédiments, mais du moins du socle, ça va être la partie supérieure. Donc on appelle ça le pilolava ou lave en coussin, donc qui est une lave qui est émise par un volcan sous-marin au voisinage des dorsales océaniques, donc sortant à une température de 1000 à 1200 degrés, donc refroidissement très rapide puisqu'avec de l'eau à 2 degrés de profondeur, au niveau de la profondeur, c'est un refroidissement donc très rapide. Ce qui fait que tout autour donc, de ce coussin, on va avoir genre d'épaisseur de verre volcanique, hein, qui forme donc ce qu'on appelle l'obsidienne, la roche l'obsidienne. Et puis à l'intérieur, on a le cœur de la lave qui va du pilolava, je vais y arriver, qui va refroidir plus lentement, mais quand même rapidement. Du coup, vous voyez là une lame sur votre écran, une lame de roche. Vous voyez là, le verre volcanique est beaucoup plus important que les minéraux qui restent très minoritaires et très petits. Voilà. Pour info, voilà, je vous ai mis également une photo donc j'ai prise au niveau du Chenaillé,
donc qui se situe dans les Alpes, puisqu'on peut trouver en effet des piles au lava océaniques à 2600 mètres d'altitude. Comment ça se fait? À vous de me dire, je ne sais pas. Comment on peut trouver une croûte océanique en gros à 2600 mètres d'altitude dans les Alpes? Alors comment vous m'expliquez ça? Bien tout simplement parce que bien, au niveau des Alpes, il y avait un océan. Et donc la surrection des Alpes a fait que cette croûte océanique s'est retrouvée donc en altitude. Bon voilà, je vais rapide sur ça. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un quiz sur tout ce qui est orogénèse et puis obduction. Mais là, j'essaie d'être rapide. Je vois Dorian qui me dit obduction. En effet, exactement. C'est l'obduction, le phénomène d'obduction. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. La question 6, c'est parti. Regardons un peu le top, s'il y a eu du changement, on va voir, suspense. Alors, oh, il y a Cizaré qui est descendu, qui a chuté, sûrement à cause du temps. Par contre, on a toujours le trio de tête là, le top 5 reste assez constant. Bon, passons à la question suivante, on y va. Quelle est cette roche constituant de la croûte océanique? Vous avez donc une lame donc en lumière polarisée non analysée, lumière polarisée analysée, et l'échantillon macro. À vous de me dire quelle est cette roche. Est-ce que c'est plutôt un basalte, un granit, une péridotite ou un gabbro? Alors d'après vous, quelle est cette roche qui est typique de la croûte océanique, de la lithosphère océanique? Regardez bien la texture, regardez bien les minéraux. Alors, qu'est-ce que vous me répondez? Granit, nous dit aussi. Peut-être, granit. Granit au niveau de la croûte océanique? Je ne sais pas. On a une texture grenue. Donc ça pourrait être le granit. Ça pourrait pas être le basalte, le gabbro ou la péridotite. On a 22 réponses pour l'instant. Mélanie nous dit le gabbro. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Plagio plus pyroxène, nous dit Dorian. Ah bien, en effet, au niveau des minéraux, on voit bien le plagio avec ses macles polysynthétiques. Puis le pyroxène avec ses fortes teintes réfringence. D'accord, il y a du plagio et du pyroxène. Alors du coup, c'est quelle roche? Le plagio hein, qui apparaît blanc au niveau de l'échantillon macro et le pyroxène qui apparaît plutôt foncé au niveau de l'échantillon macro. Un classique, hein. On le voit dès le lycée. Moi je le fais avec mes élèves au lycée, je l'ai fait avec mes élèves. Le gabbro, le basalte, le granit et la péridotite, tout ça c'est des roches qu'on voit au lycée. Et qu'on revoit bien sûr à la fac. Alors, est-ce qu'on a toutes les réponses? 23 réponses, je pense que oui, je vais pouvoir passer. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un qui est retardataire à chaque fois, selon les questions. Eva nous dit granit, on a 2 pour le granit et 1 pour le gabbro. Alors, souvenez-vous qu'on est en domaine océanique. Réfléchissez à comment se forment toutes ces roches. Ah voilà, on a eu la réponse. Donc c'était le gabbro en effet. Ben oui, le gabbro. Hein. Le granit, c'est une roche qui se forme en milieu continental. C'est vraiment la roche, on va dire la roche star du socle continental. Le basalte, ça aurait pu en effet, le basalte, mais sauf que c'est une texture microlithique le basalte. C'est l'équivalent en effet, hein, ça vient du même magma de la série toléitique, je vais y arriver. Et donc la péridotite, c'est la roche du manteau terrestre. Donc il fallait bien répondre en effet le
gabbro. Passons du coup à la petite correction que j'ai préparée. Rapidement, vous l'avez dit, moi j'ai Dorian a fait tout le boulot. Il a dit pyroxène feldspath. En effet, donc le gabbro, c'est une roche plutonique. Donc il va refroidir en profondeur comparé au basalte, je vous l'ai dit, sous forme de pilolava qui va refroidir rapidement en surface. Donc issu d'un magma toléitique, type morbe, qui a refroidi donc lentement en profondeur. Son équivalent volcanique en surface donc est le basalte, je l'ai dit, et le magma toléitique est issu d'une fusion partielle de la péridotite du manteau terrestre. En effet, puisque une forte d'ailleurs fusion partielle au niveau des dorsales. Et puis à côté, je vous ai mis une petite coupe, un petit log de la croûte océanique où vous retrouvez donc en surface les basaltes, juste en dessous les gabbros et juste en dessous la péridotite en faisant très simple. Voilà pour les réponses sur cette croûte océanique. On va passer maintenant à la question suivante, c'est-à-dire à la question 7. Allons-y, regardons d'abord le top. Alors, il y a du changement là, il y a quelqu'un qui a plongé. Alors on a Méladomo qui est apparu, on a Noël Flantier qui est revenu, je crois qu'il était déjà là, et Ant qui est monté, Cizarret, et Caris par contre il est toujours au top. Caris le retour, je ne sais pas qui c'est dans les commentaires, mais en tout cas il est au top. On continue, question 7 déjà. Une seule proposition est fausse, attention. Une seule proposition est fausse. Laquelle? Les fumeurs noirs que vous avez sur la photo sont des oasis de vie, liées à une activité volcanique, se trouvent au niveau des fosses abyssales, ou sont convoités par les sociétés minières. Alors, ces fumeurs noirs, qui sont une curiosité quand même de l'océan, quelle est la proposition fausse? Je vous rappelle, quelle est la proposition fausse? Lisez bien les consignes. C'est plutôt le fait que les fumeurs noirs sont des oasis de vie qui est faux, que c'est plutôt les fumeurs noirs sont liés à une activité volcanique qui est faux, c'est plutôt les fumeurs noirs se trouvent au niveau des fosses abyssales, faux. Ou est-ce que c'est plutôt les fumeurs noirs sont convoités par les sociétés minières qui est faux? Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces fumeurs noirs? Alors, on a 20 réponses. Une réponse. Des oasis de vie, donc ce ne serait pas du coup des oasis de vie, c'est-à-dire que la vie est impossible autour des fumeurs noirs, d'après aussi. Par contre, ça résulterait d'une activité volcanique, ce serait convoité par les sociétés minières, et ça se trouverait au niveau des fosses abyssales. 23 réponses. Alors, regardez bien sur la photo, on peut voir quand même des choses. On peut indiquer des choses. Alors, on a encore quelques retardataires. Voilà, alors, c'était partagé entre convoité par les sociétés minières et se trouve au niveau des fosses abyssales. Eh bien, en effet, la réponse fausse était fosse abyssale, puisque c'est convoité par les sociétés minières. Bah oui, c'est une ressource importante, même très convoitée. Alors, je vais l'expliquer tout de suite avec la petite correction. Donc ces fumeurs noirs en fait sont des cheminées hydrothermales, donc liées à l'activité volcanique. Vous le voyez ici sur le petit schéma, en fait c'est de l'eau qui va s'infiltrer, qui va remonter, donc qui va chauffer et remonter tout simplement à travers la roche, au niveau notamment des dorsales liées à l'activité volcanique, géotherme important. Et du coup, l'eau en remontant va s'enrichir en minéraux et en minerais, ce qui fait qu'au niveau de ces fumeurs noirs, on va avoir une concentration de minerais importante. Et du coup, c'est au niveau du cuivre, au niveau du plomb, au niveau de tous ces minerais qui sont très recherchés par les sociétés minières, je pense, pour faire nos téléphones portables, notamment, par exemple, cet exemple qui me vient en tête, mais en effet, c'est une grande menace en effet, pour l'écosystème des profondeurs, puisque les sociétés minières aimeraient bien aller récolter des choses là-bas, et d'ailleurs le font déjà dans certains coins du monde. Et c'est une oasis de vie, puisque tous ces minéraux qui remontent, notamment le soufre, eh bien,
profitent à notamment certains êtres vivants. Là, vous avez l'exemple des Riftia, qui sont des vers qui se construisent en fait un tube en chitine, comme la carapace des insectes, et qui vont se cacher donc là-dedans. Et vous voyez qu'à la surface de l'eau, en fait, à la sortie de ce tube, ils ont des branchies qui leur permettent de prendre du gaz, hein, qui va profiter à des petits micro-organismes qui sont présents en fait dans leur tube digestif, même s'ils n'ont pas vraiment de tube digestif. C'est-à-dire que ces vers ne peuvent pas manger par eux-mêmes, ils sont obligés de vivre en symbiose avec ces micro-organismes. Et ces petites bactéries, en fait, vont profiter des gaz récupérés par le Riftia et vont en échange fabriquer de la matière organique qui profitera du coup de la nourriture, en gros, pour ces Riftia. Voilà un petit exemple de symbiose entre les êtres vivants. Donc en effet, ce sont des oasis de vie très menacées par les sociétés minières. Donc il fallait répondre en effet plaine abyssale, parce que ça ne se situe pas au niveau du plaine abyssal, il faut une activité volcanique qui y est. Donc c'est au niveau des rifts et dorsales. Alors, on va passer à la suivante. Alors, regardons le top, peut-être qu'il y a eu du changement là, puisqu'on a changé un peu de thème. Ah, la chute de Caris. Et Césarée est remonté, Juju est remonté, Noël, Flanquier et Gigi. Alors là, il y a eu un peu de bousculement dans le top, j'aime bien ça. Moi. On va passer à la question suivante. Rien n'est joué. Alors, comment expliquer l'acidification constatée des océans? On sait que les océans sont en train de s'acidifier. Comment l'expliquer? Par l'augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, par la diminution du dioxyde de carbone dans l'hydrosphère, par l'augmentation de l'activité volcanique sous-marine ou par la surpêche. Lisez bien les propositions. Est-ce que c'est par l'augmentation du dioxyde de carbone de l'atmosphère? Est-ce que c'est par la diminution du dioxyde de carbone de l'hydrosphère? Est-ce que c'est par l'augmentation de l'activité volcanique sous-marine ou par la surpêche? Pour expliquer que les océans sont de plus en plus acides. Ce qui menace, vous voyez la photo là, les récifs coralliens notamment, la barrière de corail je pense en Australie, qui également abrite une très forte biodiversité. Là vous avez remarqué, petit à petit on est parti un peu de la formation, donc qu'est-ce qu'un océan, formation de l'océan, et là on est parti plus sur la vie liée à l'océan et à la géologie. Également à l'écologie forcément. Alors, on a 21 réponses. Chose qu'on entend assez fréquemment dans les médias. Rouge bien sûr, donc ce serait le... Donc Shemae me dit que ce serait l'augmentation du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Oxine aussi, vous avez l'air d'être d'accord sur ça. Vous êtes 18 en effet à penser que c'est l'augmentation du dioxyde de carbone de l'atmosphère et vous avez raison, en effet. C'est pas seulement... l'augmentation du dioxyde de carbone de l'atmosphère n'est pas seulement responsable du réchauffement climatique mais également de l'acidification des océans. Alors comment? Eh bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça s'explique chimiquement. Hein. En fait, avant l'ère industrielle, vous savez qu'il y avait moins de CO2 dans l'atmosphère. Du coup, il y avait un certain équilibre entre l'océan, qui est le principal réservoir CO2 de la planète, hein, dans l'atmosphère, et le principal tampon, j'ai envie de dire, à CO2. Et en augmentant le CO2 de l'atmosphère, en effet, il y a plus de CO2 dans l'hydrosphère, donc dans l'océan. Et il y a des réactions chimiques, notamment avec l'eau. CO2 plus H2O va former ce qu'on appelle donc l'acide carbonique. Vous avez les formules là juste en dessous. Et l'acide carbonique eh bien, va se dissocier pour donner donc l'ion bicarbonate et associé donc au H+, vous savez, donc l'H+, l'ion hydrogène qui est responsable de l'acidité justement des solutions et donc de l'eau. En effet, il y a plus d'ions hydrogène et donc l'acidification est plus importante, ce qui menace la biodiversité au niveau notamment des récifs coralliens. On va passer donc à la suite, on y va. On va regarder le top, peut-être qu'il y a eu une bousculade dans le top 5. Ah ben non, c'est totalement stable. On va passer à la suite. Question 9, avant-dernière question, attention.
Qu'est-ce qu'un bloom observable sur cette photographie satellite? Alors, quel est ce phénomène, le bloom observable sur cette photographie satellite, au niveau de l'océan? Est-ce que c'est une marée noire pétrolière? Est-ce que c'est une érosion intense durant la saison des pluies? Est-ce que c'est une concentration importante de plancton? Ou est-ce que c'est un phénomène qui peut être lié au courant océanique? Qu'est-ce qu'un bloom? Vous voyez la figure là qu'on voit qui est assez énorme hein, quand même, vous voyez par rapport à la Bretagne à côté. Alors, qu'est-ce qu'un bloom? Alors, c'est le nom anglais, hein, il y a un nom français également, mais si je donne le nom français, vous allez tout de suite trouver la réponse. Comment explique-t-on ce phénomène? Alors, si je pense que je ne dis pas, je ne dévoile rien, si je dis que c'est lié au courant océanique, donc à la géodynamique des enveloppes fluides, dont j'ai pas trop parlé dans ce quiz, parce qu'il fallait faire des choix, simplement l'océan c'était très large. Donc ce sera l'occasion de parler un peu des courants marins. Dorian nous dit upwelling. Oui, en effet c'est lié. Ça peut être lié en effet au upwelling. Pas seulement, mais en effet. Alors, hein, une concentration importante de plancton pour 18 personnes et un phénomène qui peut être lié au courant océanique pour 3. En fait, oui, je suis bête, j'avais donné la réponse. Oui, en fait, il y avait 2 réponses bonnes possibles, en effet. Concentration importante de plancton et il y a des courants donc, océaniques. Donc c'est pas une marée noire pétrolière ni une érosion intense de la saison des pluies. Hein. De toute façon, on se retrouve en Bretagne. En Bretagne, c'est tout le temps la saison des pluies. Donc il n'y a pas plus d'érosion à un moment qu'à un autre. Alors, on va regarder tout de suite la correction du coup. Donc en effet, hein, c'est une concentration importante de plancton, on appelle ça l'efflorescence également. Donc le plancton, notamment le phytoplancton, ce sont des algues microscopiques qui eh bien, sont des végétaux, constituent 50% en fait des végétaux de la Terre, il faut le savoir. Et comme tous végétaux sont capables de photosynthèse, donc en fait ils vont récolter le CO2 et profiter de la lumière du soleil, le CO2, les sels minéraux de l'océan, pour dégager du dioxygène qui nous profite bien entendu, donc c'est très bien. Sauf que, par l'activité de l'homme notamment, quand on relâche des nitrates, notamment qu'on utilise au niveau de l'élevage ou au niveau de l'agriculture, des engrais, eh bien on a justement cette prolifération de plancton localisé qui peut être très problématique puisqu'en fait, eh bien si le plancton prend tous les sels minéraux, tout le CO2 et se reproduit massivement, il faut savoir que sans lumière, donc la nuit, ils vont utiliser tout le dioxygène et vont en fait asphyxier le milieu, ce qui fait que beaucoup d'êtres vivants vont mourir en fait de ce bloom. Donc c'est un problème, on ne sait pas, alors la pollution on peut le prévoir à la rigueur, par contre ça peut être lié à des mouvements d'enveloppe fluide, donc des vents ou des courants océaniques qui feraient que en effet, comme le plancton flotte, peut se concentrer à un endroit, donc ça on ne peut pas le prévoir, et ça peut être lié à des phénomènes météorologiques comme El Niño. Il y a Dorian qui nous a parlé d'upwelling, c'est ce phénomène où avec El Niño par exemple au niveau de l'Amérique du Sud, on a cette remontée de matière organique à la surface, et donc le phytoplancton va se reproduire massivement à la surface, et donc ça va former en effet également un bloom. C'est un problème puisque les Péruviens par exemple vivent de la pêche, et s'ils asphyxient donc le milieu, il n'y a plus de poissons. Donc voilà, tout est lié, hein, tout est lié. Voilà pour cette question. On va pouvoir passer donc à la question suivante. Dernière question déjà, et oui, je ne sais pas quelle heure il se fait, mais on va passer maintenant à l'évolution du top. On y va. Alors, est-ce qu'il y a du changement? Gigi a remonté. Cesare est toujours devant. Alors, on va voir maintenant pour la question suivante. Je lance. Dernière question, attention. Il faut être rapide. D'où vient le sel des océans? Bonne question. Pourquoi l'océan est salé? Est-ce que ça vient des nombreuses météorites qui se sont écrasées à l'époque de la formation de la Terre? Est-ce que ça vient de l'érosion des roches? Est-ce que ça vient des coulées volcaniques sous-marines? Est-ce que ça vient d'une cargaison d'un navire qui a coulé au XVe siècle? Cargaison de sel, bien entendu. Et que, à l'époque, pour conserver la viande, eh bien, on mettait dans du sel. Donc les navires qui coulent, on met du sel dans l'océan. Est-ce que c'est pour ça que les océans sont salés? Bonne question. D'où vient le sel des océans?
formule NaCl, comme vous le savez. Il y a des chimistes sûrement dans la... Je sais même qu'il y a des chimistes dans la... Amadou nous dit l'érosion des roches. Peut-être. Donc le navire là, qui a coulé au 15e siècle, ça vous plaît pas visiblement. Alors on a 21 réponses, il en manque 2 ou 3. On va laisser le temps. L'érosion des roches, je pense aussi chez Maé. L'érosion chimique. C'était un gros navire, nous dit Dorian. Bah, je pense aussi, moi je suis assez d'accord. C'était vraiment un gros navire, hein, parce qu'au niveau du sel, eh bien, elle a perdu une belle cargaison. Hein. Peut-être que c'était une chaîne de navires. Peut-être qu'il y avait plusieurs navires. J'ai mis une cargaison d'un navire, mais j'aurais peut-être dû mettre une cargaison de plusieurs navires. Alors, vous êtes 20 à avoir répondu l'érosion des roches. Eh bien, en effet, il fallait répondre ça. Hein. C'était une question facile, en fait. Et personne m'a répondu pour le navire. Je suis assez déçu. Bon, on va regarder la correction. Donc, en effet, hein, vous savez que... Eh bien, alors... initialement, donc, quand la Terre s'est formée, donc il y a eu une pluie torrentielle, la formation de l'eau de l'océan hein, total, et donc l'érosion des roches a formé en effet le sel de l'océan, différents sels de l'océan, dont celui du sel comment dire alimentaire, et d'autres sels également, hein, bien sûr. Et donc ce sel actuellement, eh bien, est toujours, bien sûr, renouvelé. Notamment par l'érosion hein, au niveau des continents, parce que vous savez que par le cycle de l'eau, eh bien l'eau va tomber, les pluies vont tomber au niveau du continent, ruisseler le long du continent, éroder les montagnes, apporter les produits de l'érosion jusqu'aux océans, et ensuite au niveau des océans, l'eau va être évaporée, l'eau douce va être évaporée, ce qui entraîne une concentration forcément de sel dans l'eau de mer. Voilà. Alors pour la petite histoire, hein, il y a un scientifique qui a estimé l'âge de la Terre par la concentration de sel dans l'océan. Il s'est dit que, bah tiens, comme l'océan est de plus en plus concentré en sel, vu que l'érosion est progressive et ne s'est jamais arrêtée au cours de l'histoire de la Terre, eh bien, on pourrait estimer l'âge de la Terre. Donc c'est Huxley qui a dit ça, comme découvert la comète. Et donc, il faut savoir que le problème, c'est qu'il y a des pertes de sel, bien sûr, dans l'océan. Et du coup, ben, c'était pas viable. Hein. Je ne sais plus combien il avait estimé au niveau de l'âge de la Terre. Je crois que c'était 70 millions d'années de mémoire. Donc pas énorme. La Terre, comme vous le savez, a 4,5 milliards d'années. C'est loin du compte, mais ça a permis quand même des avancées à son époque. Alors, on va regarder maintenant les résultats. On y va. Alors, quel est mon top? Et du coup, d'où venait le sel présent dans le navire, me demande Sophia. Eh bien, le sel venait justement des océans, hein, puisqu'on récolte en effet l'océan au niveau des marais salins. Sel de Guérande. Alors, on y va. Regardons le podium, on y va. Alors, troisième, Gigi. Bravo, Gigi. Deuxième, Juju. Elle est vraiment pas loin, hein, 9 points près. Et on a devant, avec une belle avance quand même, attention, Césarée. Donc bravo Césarée. Et donc juste derrière, ouais, on avait tout le monde, on avait Noël qui était juste derrière. Ok, alors est-ce que Césarée est dans les commentaires? Qui est Césarée? Qui est Césarée? Parce que Césarée va pouvoir nous donner un thème pour la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on a Césarée? Est-ce que Césarée est là? Est-ce qu'il peut se manifester dans les commentaires? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du quiz. Hein. Je pense qu'il était un peu plus dur que dimanche dernier, mais forcément l'océan, au niveau de la culture générale, on est plus dans vraiment de la culture géologique que de la culture générale, alors que les planètes, le système solaire, en général, c'est plus facile quoi d'en parler. Alors, c'est Lucas, c'est ça? Qui a gagné? Césarée, c'est Lucas? Donc, qui dirait les volcans. Moi, ça me plaît bien, les volcans. Plus que voir les ressources minérales. Peu, hein.
Les volcans, peut-être, ça serait... C'est un sujet sympa, les volcans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Shemae me dit la biologie. Bon, on est en géologie ici. On a fait un peu de biologie, hein, c'est lié, mais... Qu'est-ce que vous pensez des volcans? Moi, je pense que ça peut être pas mal. Mais je sais pas, Lucas. Je sais pas, moi, qui se cache derrière ces pseudos. Bon, on garde les volcans? Là, il y a de quoi faire des quiz à la fois, des questions à la fois faciles et à la fois difficiles. Après, on peut faire de la biologie. Vous voyez, là, on a fait un peu de biologie quand même. On a fait les ristières, on a fait l'acidification des océans. C'est lié quand même à la biologie, à l'écologie. Hein. Forcément, la géologie et la biologie se rejoignent. Science de la vie et de la Terre. Très bien les ressources minérales, mais les volcans aussi, ou les éruptions historiques, etc. Ah, bon, on peut faire, oui, on va faire les volcans, on va parler un peu d'histoire, un peu de formation de volcans, les types de volcans, choses-là. Volcans effusifs, en effet. Et les ressources minérales, puisque forcément, il y a des ressources minérales liées aux volcans. On l'a vu là avec les fumeurs noires, notamment. Donc certes, on n'aura pas d'hydrocarbures, etc., par exemple, au niveau des ressources, mais on aura quand même de la concentration métallifère au niveau des volcans. Mohamed, paléontologie, on pourrait, mais bon, là, c'est le gagnant qui a décidé. Donc on fera les volcans la prochaine fois. Et oui, c'est le gagnant qui décide. Donc la prochaine fois, on part sur les volcans. On se retrouve donc dimanche prochain. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. On a eu un petit bug au début, donc ça nous a un peu retardé. Il est 21h15, donc on a mis un peu plus de temps que la fois dernière. On a perdu un quart d'heure. Bon, alors je vais vous laisser. Merci en tout cas pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire s'il faut améliorer des choses, etc. J'essaie d'être le plus clair possible et puis le plus simple aussi, parce qu'on n'a pas forcément que des géologues sur la page. Et puis encore bravo à Cesare, donc alias Lucas, pour sa victoire, qui est quand même assez large, hein, puisque 100 points d'écart par rapport aux autres. Et puis n'hésitez pas à donner votre classement, tiens, dans les commentaires, n'ayez pas honte. Donc je publierai le classement un peu plus tard. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis donc à dimanche prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée. À la prochaine.